Bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde qu'on a intitulée Conditions de travail et exercice de la démocratie dans l'économie sociale et solidaire. Peut mieux faire, avec un point d'interrogation. Alors, un des éléments constituants de l'économie sociale et solidaire, c'est la gouvernance démocratique des structures qui la composent, puisque dans les mutuelles, dans les coopératives, dans les associations et y compris dans les autres types de structures de l'ESS telles qu'elles sont définies par la loi de 2014, les décisions sont prises de manière collective, notamment via des assemblées générales, où un des principes fondateurs, c'est que chaque personne dispose d'une voix, quel que soit le montant de capital de la structure qu'il détient. Alors, dans certains cas, les salariés sont associés à cette gouvernance, c'est le cas notamment dans les SCOP ou dans les SIC. Dans d'autres cas, ils ne le font pas forcément, la gouvernance étant assumée par d'autres types de sociétaires. Par exemple, les adhérents dans une mutuelle ou les bénévoles dans une association. Pour autant, la parole des salariés peut y prendre une place plus importante que dans d'autres structures du secteur privé, et il n'est pas rare dans les associations, par exemple, que les salariés soient représentés au sein du conseil d'administration. Alors, parallèlement, l'ESS est également porteuse d'une volonté d'autonomisation et d'émancipation des citoyens, et par le souci d'instaurer plus d'équité et de solidarité entre les différentes parties prenantes de la société. Et donc, il semble assez logique que l'ESS se préoccupe particulièrement de la question des conditions de travail de ses salariés. De fait, c'est souvent le cas. La mutuelle Quorum réalise régulièrement un baromètre sur la qualité de vie au travail dans l'ESS. Le dernier date de 2020. Il montre que la qualité de vie au travail y est globalement mieux perçue que dans le reste du secteur privé. Les chiffres sont les suivants. 74% des salariés et 86% des dirigeants du secteur de l'ESS s'estiment satisfaits de leur travail actuel. Alors, on vous a mis dans la partie sondage un petit sondage pour les gens qui travaillent justement dans l'économie sociale et solidaire pour savoir si vous êtes globalement satisfait de vos conditions de travail. Et donc, ce petit sondage viendra nous aider à compléter nos statistiques et avoir un peu des indications pour orienter la table ronde. Mais je vous invite donc à y participer dans l'onglet sondage. Donc, pour autant, les statistiques, ça cache évidemment des réalités très variables, et il serait faux de dire que tous les employeurs de l'ESS sont irréprochables, que ce soit en matière de conditions de travail ou de conditions d'exercice de la démocratie et de prise en compte de la parole des salariés. Et donc, la marge de progression est encore importante pour que la réalité du terrain respecte en tout point les principes fondateurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est précisément de tous ces points-là que nous allons discuter aujourd'hui avec 4 intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure. Et j'ai la joie de voir qu'ils ont tous réussi à se connecter, parce qu'on avait quelques petits soucis juste avant le début du débat. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Pascale Dominique Rousseau, qui est journaliste, qui est auteur ou autrice d'un livre que je vous montre là, qui s'appelle Souffrance en milieu engagé, qui est sorti en début d'année aux éditions du Faubourg et que vous pouvez acquérir sur le site des éditions du Faubourg au format papier ou au format électronique ou au format numérique, mais qui est aussi commandable dans toutes les bonnes librairies qui vont bientôt rouvrir. Et donc, dans ce livre, Pascal, vous avez mené une enquête sur les questions de conditions de travail, mais aussi d'exercice de la vie démocratique, dans 5 structures importantes de l'ESS qui ont des statuts soit de mutuelle, soit d'association. Vous n'avez pas enquêté dans des coopératives. Mais en tout cas, de ces enquêtes-là, il ressort, je vois que Pascal n'est plus connecté avec nous, c'est bien dommage. Il en ressort un portrait assez sombre de la. Revoilà Pascale Dominique Rousseau. Alors, de votre livre, donc, il ressort un portrait assez sombre sur la qualité de vie au travail et sur les conditions d'exercice de la démocratie dans les 5 structures dans lesquelles vous avez enquêté. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ?
Bon, alors j'espère que ça ne va pas couper. Sinon, Camille, vous donnerez la parole à quelqu'un d'autre et puis je réinterviendrai quand ça marchera parce que je ne sais pas, c'est parce que je suis peut-être à la campagne, c'est compliqué. Voilà, bon. C'est les inégalités territoriales d'accès à Voilà, Internet. voilà. Bon, alors, comme l'a dit Camille, j'ai enquêté sur 5 entreprises que je vais nommer, donc 2 mutuelles, la Massif, une entreprise donc de 10 000 salariés, qui est en train de fusionner avec Aesio, qui va quand même constituer un groupe de 18 000 salariés. J'ai enquêté sur une mutuelle beaucoup plus petite qui s'appelle Corum, qui est la mutuelle de la protection sociale, la principale mutuelle de prévoyance de la protection sociale des associations, qui a un gros portefeuille dans l'aide à domicile notamment. Et j'ai enquêté aussi sur 3 grandes associations. Alors, France Terre d'Asile, une grande association de 1000 salariés, donc une association qui est de solidarité pour les personnes migrantes, et Dieu sait que ça demande de l'entrain et que ce sont des conditions difficiles de travail, ça on le sait. J'ai enquêté également sur Emmaüs, sur les 3 structures d'Emmaüs, principales structures, Emmaüs Solidarité, 750 salariés, Emmaüs France, 120 salariés, et Emmaüs International, en France, une petite trentaine de salariés. Voilà. Alors, ce que je voudrais, je ne vais pas être trop longue parce j'ai 5 minutes, donc je vais aller un peu plus vite maintenant. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai surtout analysé dans le premier chapitre de mon livre, c'est la question de la gouvernance. Et ce qui est apparu, par exemple, à la Massif, ce qui est apparu, c'est que les conseils d'administration, et c'est un rapport avec la souffrance au travail, les conseils d'administration de la Massif sont élus, mais principalement par cooptation. C'est quand même de la cooptation qui fonctionne. Donc ça, c'est un premier point. Et au sein des conseils d'administration, du conseil d'administration de la Massif, il y a des représentants syndicaux de tous les syndicats qui sont nommés par les confédérations. Donc, ils sont élus, nommés, élus des confédérations. Donc, vous y trouvez la CFDT, la CGT, etc. Vous y trouvez aussi, et c'est tout à fait intéressant, des syndicalistes représentants du personnel, CFDT, CGT, FO, FO, je crois pas, CGC, je pense. Voilà. Donc, voilà. Et qui ont même une voix délibérative. Donc, on ne peut pas rêver mieux, avoir une voix délibérative pour des élus personnels. Mais les choses sont un peu plus complexes, parce qu'il y a une espèce de contradiction que j'ai observée et qui est flagrante. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'a été voté le nouveau plan social, ce qu'on appelle le plan de modernisation, le nouveau modèle social. Parce que la Massif est en train de faire un grand tournant d'adaptation de son modèle économique, pas de son modèle économique, de son modèle interne. Évidemment, il faut s'adapter, ce n'est pas très facile, il y a la concurrence, bon, on peut entendre tout ça. Et la confédération de la CGT, qui est donc nommée, qui représente Montreuil, a été favorable à ce plan, à ce nouveau modèle social. Or, le syndicat de salariés de la CGT était opposé. Donc voilà un petit exemple de quelque chose qui ne fonctionne pas bien, si vous voulez. Alors, deuxième exemple, ce même syndicat, CGT, qui revendique pas mal, qui explique qu'on a abandonné l'économie sociale dans la Massif. Ce même syndicat, ce délégué syndical, lorsqu'il a voulu faire entendre la souffrance des salariés, parce que quand même, il y a des plateformes à la Massif où il y a 15% de rotation du personnel, quand même, c'est pas rien, quoi, comme souffrance. Il n'a pas du tout pu être entendu. C'est ce qu'on m'a rapporté. Et ça, on me l'a rapporté, c'est des délégués syndicaux qui me l'ont rapporté, mais c'est aussi des documents du CHSCT, des documents des études qui ont été réalisées par des cabinets.
à la demande du CHSCT, mais aussi à la demande de la direction. Vous voyez, donc voilà. Ça, c'est un exemple de dichotomie, me semble-t-il, entre les conseils d'administration et où la non prise en compte de la situation des salariés. Voilà. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre exemple aussi, à Quorum. Et ça, c'est très révélateur. À Quorum, on se retrouve dans une situation un peu similaire. C'est que les conseils d'administration ne veulent pas gérer, ne veulent pas s'occuper des ressources humaines, ne veulent pas s'occuper des questions du personnel. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Et dans la mutuelle Quorum, il y a eu pendant des années, un turnover de 20 à 25%. C'est quand même énorme, de 2008 à 2018, on peut dire. Voilà. Donc, un syndicaliste de la CFDT a alerté d'autres personnes de la boîte qui ont alerté aussi. Ils n'ont pas voulu entendre. Le président n'a pas voulu entendre. Il a fallu qu'il y ait une nouvelle présidence et Thomas Blanchette se rende compte de la situation. Puis la question financière a beaucoup joué aussi. Alors là, Thomas Blanchette, je vais vous citer ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ceci. On était avertis. Il m'a dit la chose suivante. Les ressources humaines ne sont pas des fonctions clés des conseils d'administration. Plusieurs fois, mais toutefois, il m'a reconnu, il m'a dit, mais quand un président constate qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, il doit réagir quand il y a vraiment un management déviant. Donc voilà, il a fait une ouverture. Et cette ouverture, je la trouve très intéressante. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire que le délégué syndical, donc CFDT, José Lanchas, m'a aussi expliqué qu'au CA, il y avait un consensus relatif et on estime que ça ne sert à rien d'élever la voix au CA de Quorum, en tous les cas. Ça ne sert à rien d'élever la voix. Et les syndicalistes qui siègent dans cette instance considéraient qu'au mieux, que c'était aux délégués syndicaux d'agir, au mieux, et que c'était certainement pas à eux d'agir. Voilà. Voilà, ça c'est pour les mutuelles. Alors, au sein de la grande association de France Terre d'Asile, également, au sein du CA, les membres sont plus ou moins ont été plus ou moins cooptés par le directeur Pierre-Henri. Ce sont des personnalités connues et reconnues, membres du Conseil d'État, membres, que sais-je. Et Alain Pelé, le secrétaire général du SMA CFDT, qui est très présent dans cette association, qui compte un certain nombre de syndiqués, indique qu'il n'y a aucune vie démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblée générale d'adhérents, il n'y a pas d'adhérents. Voilà. Et donc ça pose quand même des questions sur comment les associations ont une vie démocratique. Et Alain Pelé va même jusqu'à dire, moins il y a de vie démocratique dans les associations, plus il y a de la souffrance chez les salariés. Bon, voilà, ça c'est une autre dimension. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Et au sein du CA de France Terre d'Asile, Baptiste Gosset, qui est délégué syndical CFDT, avec un délégué syndical FO, ils essayent de faire entendre la voix des salariés, là où également le turnover est de 20 à 25%, le travail est rude et les conventions collectives sont, d'après Baptiste Gosset, non appliquées au nom d'un accord de groupe qui date de 1976. Il raconte qu'ils ont essayé auprès des membres du CA de faire passer des messages, mais très rares sont les membres qui seraient sortis de leurs réserves. Le délégué estime que le CA devrait jouer un rôle de médiateur et qu'il ne le fait pas. Voilà. Pour clore cette question de la gouvernance associative, j'aimerais rappeler une phrase qui figure dans mon livre, celle de Jean-Pierre Worms, un ancien compagnon de route de l'AESS décédé l'année dernière, qui écrivait: pas de salariés dans les instances délibératives des associations, ce sont des a priori culturels, voire idéologiques. Et une autre phrase, voilà.
Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je pourrais aussi, si, je voulais encore vous dire un petit mot sur SOS, parce que je ne vous ai pas dit que j'avais enquêté aussi sur le groupe SOS, 18 000 salariés. Et ça me paraît très important. M'ont rapporté des salariés, des entités d'SOS elles-mêmes, des entités, pas, je ne parle pas des celles qui ont été filialisées, absorbées, parce que là, elles sont peut-être trop grosses, mais des entités m'ont raconté que d'après les témoignages, il y aurait une volonté des dirigeants d'éviter la présence des institutions représentatives du personnel en faisant en sorte que ces structures n'atteignent pas les seuils requis pour qu'il y ait des IRP. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette question. Voilà. Merci Pascal, effectivement, vos enquêtes sont très intéressantes et donnent à réfléchir. Alors, je précise juste parce que vous ne l'avez pas précisé, mais que vous avez parlé de la Massif au début. La gouvernance de la Massif a aussi changé, elle, depuis votre enquête. Et je pense que les conditions de travail en interne et d'expression démocratique sont un petit peu différentes aujourd'hui, mais il faudrait sans doute le vérifier avec des salariés de la Massif. Je vais donner la parole à Marc Copé, donc, qui est responsable des affaires publiques à ESS France, la structure qui représente l'ensemble des structures de l'ESS en France et qui est chargée de faire la promotion du modèle de l'ESS. Pascal Russo a évoqué quelques exemples de structures où ont pu être effectivement constatés différents dysfonctionnements et abus. Est-ce que ce sont des constats qui sont généralisables à vos yeux, sachant que là, si on regarde le sondage qu'on a fait, nous, sur un petit échantillon auprès de gens qui travaillent dans l'ESS parmi notre public, il y en a quand même 43% d'entre eux qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits des conditions de travail dans lesquelles ils exercent. Mais donc voilà, même si on peut dire que Pascal s'est concentré sur des structures particulières et que ce sont des exemples particuliers, est-ce qu'on peut dire pour autant que le paysage de l'ESS est vraiment rose sur ces deux sujets, ou est-ce que vous voyez des points qui méritent d'être discutés et améliorés? Merci beaucoup Camille Dorival, et puis merci beaucoup à Alternative Économique d'avoir maintenu ce format de journée de l'économie autrement pour y participer depuis 2 ans maintenant. C'est un vrai crève-cœur de pas pouvoir se rencontrer tous ensemble. Je pense qu'on n'en peut plus d'enchaîner des visios toute la journée, surtout le vendredi soir. Mais à mon avis, c'est quand même un temps particulièrement important de pouvoir dialoguer ensemble et d'aborder cette question. Alors, en plus, dans cette question, il y a finalement deux niveaux. Il y a une question autour de la démocratie, qui est certes une question dynamique, qui est aussi une question de cadre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose comme outil à destination des structures pour pouvoir prendre des décisions collectives, organiser une stratégie et associer un certain nombre de parties prenantes. Et puis, il y a une question qui est plutôt autour de la qualité de vie au travail et la condition salariale. Et je trouve ça très intéressant de faire se rencontrer un petit peu ces deux questions. On le fait pas toujours, même si je pense que un certain nombre de réponses viennent se compléter d'un point et de l'autre. Évidemment, l'économie sociale et solidaire n'est absolument pas irréprochable, et je pense que poser la question comme ça entraînerait automatiquement cette réponse. Je pense néanmoins qu'il faut qu'on aborde cette question de manière plus complexe. Et déjà pour préciser entre parenthèses, mais ESS France n'est pas un mouvement d'employeurs. Nous ne sommes pas l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a une structure qui est spécialisée pour ça, qui s'appelle l'UDES à l'échelle nationale, et enfin notamment l'UDES. ESS France regroupe les mouvements de l'économie sociale et solidaire et a vocation à rassembler la diversité des parties prenantes de l'ESS, que ce soit les dirigeants de structure, mais aussi ses salariés, les bénévoles qui y participent et plus largement. Je pense que on touche avec la question et de la démocratie et des conditions de travail un point qui est un décalage entre ce que l'ESS porte en termes de vision et de projet politique. Et là-dessus, je pense que l'ESS a un certain nombre de choses à dire, et la mise en œuvre qu'elle peut en avoir dans un certain nombre d'entreprises, parce que il y a des humains qui composent l'économie sociale et solidaire, que les humains sont ce qu'ils sont, et qu'on a beau proposer un certain nombre d'outils
qui sont par ailleurs insuffisants, et c'est principalement là-dessus que je vais revenir, eh bien, on règle pas l'ensemble des problèmes. Néanmoins, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'économie sociale et solidaire n'est pas un secteur d'activité. L'économie sociale et solidaire est une forme d'entreprendre, une forme d'entreprise, une forme de faire ensemble qui est basée, qui s'est fondée historiquement autour de plusieurs modèles, le modèle coopératiste, le modèle mutualiste, le modèle associatif, les fondations et aujourd'hui et depuis récemment les sociétés commerciales de l'ESS, qui souhaitent par ces structures, donc par des outils structurels, répondre et organiser différemment le partage de la valeur, le partage de la richesse et la façon dont on produit ensemble. Et je pense que déjà là, il y a une certaine réponse et j'y reviens tout à l'heure. L'économie sociale et solidaire, donc, n'est pas un secteur. Par contre, elle exerce dans des secteurs d'activité qui ont eux-mêmes des caractéristiques structurelles. Et c'est pour ça que c'est difficile, quand on parle de généralisation, de comparer tout et enfin l'ensemble des structures de l'ESS, que ce soit en fonction de leur taille ou que ce soit en fonction de leur secteur d'implantation. Je prends par exemple un certain nombre de secteurs qui sont structurellement extrêmement précaires, non pas à cause des statuts ou de la nature des structures qui y sont, mais parce qu'aujourd'hui, ils sont, c'est des métiers qui sont très peu valorisés, qui sont souvent sur des conditions de travail extrêmement dures parce que peu margeantes, c'est-à-dire qu'il y a peu de bénéfices, donc évidemment, il y a pas grand monde qui y va. C'est souvent des femmes précaires. Je pense au secteur de l'aide à domicile, le secteur une grande partie du sanitaire et social. Et aujourd'hui, les structures de l'ESS se battent en interne pour essayer de trouver des solutions à cette précarité structurelle de sectorielle qui est pas inhérente à la forme de l'économie sociale et solidaire. Mais en revanche, l'économie sociale et solidaire se pose un certain nombre de questions. On est souvent sur des petites associations qui agissent dans les milieux ruraux, qui agissent vis-à-vis des populations isolées, donc avec peu de moyens à leur disposition, et toute la crise sanitaire que l'on traverse l'a montré et redémontré. On a un vrai problème d'investissement de notre puissance publique dans un certain nombre de secteurs et notamment celui-ci, et où donc on vient cumuler énormément de choses qui entraînent une précarité extrêmement forte, notamment du travail dans ces secteurs-là. Là, je crois qu'il ne faut pas confondre est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire qui crée la précarité ou est-ce que c'est le secteur d'activité. Et ça doit être aussi extrêmement intéressant parce que la structure en tant que SS va essayer de répondre à cette précarité, mais la précarité est bien structurelle et elle nécessite une réponse large et collective, mais pas stricto sensu, issue d'une nature de l'économie sociale et solidaire. Néanmoins, et là où je pense que l'économie sociale et solidaire a une responsabilité, c'est ce que j'essayais un petit peu de tracer et ça rebondira sur ce que dit Pascal Dominique Rousseau. Là où je pense que l'économie sociale a une responsabilité, c'est qu'elle a réfléchi depuis un certain nombre d'années comment créer des verrous à des dérives, comment créer des outils qui garantissent un certain nombre de droits et un certain nombre de fonctionnements, et comment ces outils et ces verrous constituent en tant que tels une protection et pour les conditions de travail et pour la démocratie au sein de cette entreprise. Ça n'empêche pas qu'il y ait des effets de biais, ça n'empêche pas qu'il y ait une perversion parfois de ces outils. Néanmoins, ce que je trouve intéressant à travers l'ESS, et c'est peut-être là-dessus qu'elle apporte une réflexion extrêmement différenciante par rapport au reste de l'économie conventionnelle, c'est qu'elle constitue et elle structure par son mode d'activité, par son mode d'entreprendre, en termes de principe fonctionnel fondamental de ces activités, le principe du partage de la valeur et du partage des richesses. Ça se traduit par des modes de gouvernance qui sont spécifiques. Il n'y a pas d'actionnariat dans l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas de rémunération par dividende. Il n'y a pas d'accumulation de la richesse auprès d'une personne qui serait propriétaire de la structure et donc qui est accumulée de manière capitalistique. Il y a dans l'économie sociale et solidaire, quelle que soit la forme de la structure de l'ESS, une obligation de redistribution et en tout cas une obligation de partage de cette richesse et de partage du pouvoir. Et dans la notion de partage du pouvoir, on le voit souvent avec le principe une personne, une voix. Eh bien, on crée ici les conditions pour que les décisions soient plus collectives, pour que les parties prenantes soient mieux associées, pour que les sujets remontent mieux à la gouvernance. Ça ne traduit pas les décisions qui sont prises après, mais en tout cas, ça permet de donner un cadre de protection à ce que ces décisions soient les plus en lien avec les enjeux et des salariés d'un côté et des bénévoles de l'autre et du reste des parties prenantes, parce qu'il y en a d'autres au sein de chacune de ces entreprises. Donc, à mon avis,
là, il y a un certain nombre de réponses, même si elles sont pas suffisantes, elles posent quand même un cadre différenciant. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui permet de traduire aussi dans un certain nombre d'entreprises le contre-pied par ailleurs de l'enquête de Madame Russo. Mais il y a quand même une conception assez large et massive du plutôt bonne vie au travail sur des secteurs qui sont plus à l'aise en termes financiers, en termes économiques, mais qui ne se satisfont pas que de ça et qui vont proposer un certain nombre de choses. Vous parliez, Camille, de l'enquête de Quorum. Je pourrais vous en citer une autre qui est celle de l'ANEM sur les jeunes salariés de mutuelles et donc la place des jeunes dans ces entreprises. Et on voit qu'une grande partie de ces jeunes sont plutôt satisfaits à la fois de la perspective qu'on leur donne dans leur entreprise et des conditions de travail qu'on leur donne. Et je trouve ça intéressant, les jeunes, parce que c'est souvent ceux qui arrivent au début et donc qui sont qui marquent aujourd'hui une vraie fracture dans le monde du travail en se projetant peu dans leur métier, en enchaînant des petits boulots, et donc ont aussi une exigence dans le sens de leur travail qui est extrêmement forte. Et on voit que un certain nombre de ces entreprises arrivent à y répondre. Donc ça, je pense que c'est quand même intéressant et qu'il faut opposer les cas particuliers, les dérives aux outils qui permettent de limiter ces dérives et qui créent des verrous. Et ça, je pense que l'économie sociale et solidaire a un certain nombre de choses à dire. Et puis pour finir, et je réinterviendrai certainement plus tard sur les perspectives que ça ouvre, mais à mon avis, une des grandes particularités de l'économie sociale et solidaire, et je pense que dans la société dans laquelle on est, les enjeux de l'apaisement de notre société sont extrêmement importants, notamment dans la période. Enfin, je vais pas revenir sur tout le contexte politique dans lequel nous évoluons, mais je crois que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont des choses à dire sur l'apaisement de cette société et sur notre capacité à travailler ensemble et à constituer un collectif. Et je pense là-dessus que nous avons des choses à dire, non pas uniquement parce que nous avons une façon de fonctionner en interne qui apporte des réponses, mais aussi parce que cette façon de fonctionner entraîne une vraie conscience d'un projet politique plus large et qui doit nous dépasser, qui nous dépasse pas toujours, mais qui doit nous dépasser. Et je pense par exemple à ça, au rôle en termes autour de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que participer dans les instances de son entreprise? Est-ce que c'est pas la première étape dans la participation dans une société plus générale? Comment on recrée du collectif et on travaille ensemble dans cette société? En tout cas, je crois que là-dessus, nous avons une responsabilité et surtout des outils pour pouvoir projeter un rôle autour de la démocratie et de la qualité de vie et la qualité de travail de l'ensemble des composantes des salariés de l'économie sociale et solidaire pour qu'elle fasse société derrière et qu'on puisse aller encore plus loin que ce qu'on fait déjà et donc créer encore plus d'exigences aussi dans nos modèles économiques. Merci beaucoup, Marthe. Alain Cantarouty, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que nous vous entendons? Alors, je vous entends bien. Et est-ce que nous vous vous m'entendez là maintenant? Bon, bah, tout marche bien. Donc, vous êtes délégué général de la Fédération des centres sociaux. Vous représentez donc les employeurs des centres sociaux qui évoluent précisément dans un secteur d'activité où le travail peut être assez précaire, dont parlait Marthe tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement d'abord les missions des centres sociaux et nous dire quelles sont vos réflexions et vos constats sur la question de la démocratie et des conditions de travail dont vous vous préoccupez assez particulièrement dans votre réseau? Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste un tout petit mot pour démarrer. Effectivement, c'est assez extraordinaire de quand même pouvoir nous retrouver dans ces conditions particulières. Donc, moi aussi, merci à Alternatives économiques pour avoir maintenu et su inventer une alternative dans ces rencontres. Il y a 1300 centres sociaux en France qui sont adhérents à notre fédération. 47 fédérations départementales, 9 unions régionales et une fédération nationale. Ça représente en France, au sein de notre réseau, environ 30 000 salariés et 80 000 bénévoles, soit impliqués dans les instances, dans la gouvernance, soit impliqués dans les activités en proximité avec les habitants. Alors, pour le dire très vite, nous, notre définition du centre social, un centre social, c'est un foyer d'initiative qui est porté par des habitants. Alors, ça dit déjà des choses sur la gouvernance, sur le projet, sur le pilotage, porté par des habitants et des professionnels qui sont associés
et qui développent ensemble un projet de développement social local utile à la population dans les territoires. Pour rentrer rapidement sur quelques-unes des questions, peut-être 2-3 éléments de constat et puis 2-3 éléments de chemin et de réflexion autour de tout ça, parce que bien évidemment, il y aura énormément de choses à dire. Et je vais faire un peu un pas de côté, peut-être par rapport aux premières interventions. La première des choses, alors nous, dans notre réseau, on a environ 80% des centres sociaux qui sont associatifs. D'autres sont portés par des municipalités, voire même directement par les CAF. Et du coup, ça nous fait des éléments souvent de comparaison assez intéressants en termes de problématiques posées au sein même de notre réseau. Là, je vais parler des acteurs de l'économie sociale et les acteurs associatifs de façon privilégiée. Tout d'abord, sur la question de la fonction employeur au sein des centres sociaux associatifs, il y a eu de très grosses évolutions dans les 10, 15 ou 20 dernières années, où, pour le dire de façon un peu caricaturale, mais il y a 20 ans, on considérait que, et du coup ça rejoint ce que pouvait dire Jean-Pierre Worms tout à l'heure, là, la première intervenante faisait une référence à Jean-Pierre, il y a 20 ans on considérait que c'était aux administrateurs de porter le projet politique et aux salariés d'être dans l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration de façon un peu classique. Et nous, au sein de notre réseau, en parallèle de cette tendance-là, qui était plutôt une tendance un peu générale, me semble-t-il, eh ben, on tentait de développer ce qu'on appelle le travail associé, c'est-à-dire qu'autour des enjeux du projet, etc., salariés et bénévoles peuvent travailler ensemble, mais avec des difficultés vraiment énormes de référence, en fait, et de points d'appui pour se positionner par rapport à cette question-là, c'est-à-dire une vision globale de la vie associative où on considère que les salariés doivent mettre en œuvre, et nous, dans nos façons d'essayer de travailler, l'hypothèse d'un travail associé entre des bénévoles et des professionnels avec du coup des repères très compliqués à construire. Petit à petit, je crois que c'est devenu assez évident que les salariés devaient participer à la vie de l'association. Et je reviens après sur cette question-là. Par contre, en termes de fonction employeur et de RH dans les centres sociaux, un des constats qu'on peut poser, c'est que on était quand même sur un management lié aux valeurs et aux projets. Et parce qu'on considère qu'on a un projet de justice sociale, parce qu'on a un projet de démocratie dans la société, eh ben, très peu de formalisation ou insuffisamment de formalisation dans à la fois les délégations, les espaces de régulation et l'ensemble des dimensions contractuelles, etc., qui permettent à des salariés de savoir où ils sont positionnés, ce qu'ils doivent porter, etc. Et du coup, des effets de culpabilité chez un grand nombre de salariés qui se retrouvent parce que on est supposé s'engager sur des valeurs, sur un projet de société, qui se retrouvent finalement toujours à ne pas en faire assez par rapport à parce qu'on serait supposé porter. On a quand même la chance de pouvoir travailler dans une association qui porte un beau projet de société et du coup, on n'en fait jamais assez. Et du coup, un effet pervers là quand même qui est parfois assez fort. Et puis, bien évidemment, les habitants qui s'impliquent dans les centres sociaux pour porter un projet de centre social, ils s'impliquent pour le projet et ils ne s'impliquent pas a priori pour être employeurs de salariés. Puis le deuxième élément à partager pour aller vite et poser, on pourra peut-être après creuser s'il le faut, sur la question de la gouvernance. Là aussi, après avoir longtemps été dans des espèces de verticalité, depuis 15-20 ans, on explore l'hypothèse de l'horizontalité dans nos gouvernances. Il faut que tout le monde puisse participer. On cherche des alternatives en termes de démocratie et de mode de fonctionnement local. Et du coup, je crois qu'on a poussé les curseurs un peu loin et que assez souvent, on se retrouve dans des situations où tout doit fonctionner de façon horizontale et du coup,
il n'y a plus aucune verticalité et du coup, on est dans des difficultés énormes. On ne sait plus qui est légitime pour décider quoi, et notamment sur la fonction RH, ça pose quand même des difficultés tout à fait énormes. Alors, quelques-uns des chemins qu'on est en train d'explorer pour avancer sur ces questions-là. La première, c'est sur la question de la gouvernance, c'est à la fois d'assumer que sur l'essentiel, le projet et le sens, c'est peut-être bien d'avoir de l'horizontalité et que l'ensemble des parties prenantes d'un centre social puissent participer à ces dimensions-là, mais de réintroduire de la verticalité sur tout ce qui est structurant et qui permet un fonctionnement correct et assumer clairement les délégations et de la verticalité. Et il me semble qu'on est en train de retisser et de rechercher des solutions autour de cette articulation-là entre le vertical et l'horizontal. Et je pense que c'est un chemin intéressant. Et puis le second, c'est la formalisation. C'est-à-dire comment on sort de cette pression liée au militantisme, au projet politique, etc., pour assumer de la formalisation dans les contrats de travail, dans les missions, dans les organigrammes, etc., ce qui permet d'avoir du cadre. Et le cadre, c'est de la sécurité et non pas de l'enfermement. Et voilà, je crois qu'on est en train de réexplorer tout ça et du coup d'enlever ce petit bout de culpabilité ou de pression énorme qui pouvait être mis sur les épaules des salariés. Et puis, je crois qu'il y a dans les binômes président-directeur vraiment des choses assez importantes à clarifier demain. Comment la délégation sur les RH est qualifiée, est claire, et comment du coup un président peut être clair dans la délégation qui va donner à un président ou une présidente peut être clair dans la délégation qui vont donner à une direction sur la question des RH pour pouvoir effectivement se concentrer sur le projet, sur le lien aux habitants, sur le lien aux partenaires. Il y a là aussi besoin à la fois de formation, de co-formation et d'outils pour pouvoir articuler correctement les choses à cet endroit-là. Voilà, alors j'avais envie de faire un petit parallèle aussi avec une expérience vécue dans une SIC, mais je garde ça peut-être pour la suite en fonction des questions qui arriveront tout à l'heure et pour ne pas trop déborder sur mon temps de parole. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alain. Je vais vous demander de couper votre micro parce que ça résonne sinon. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez aussi été créateur d'une des premières SIC en Rhône-Alpes. Et donc, vous vouliez aussi faire un parallèle sur la place que peuvent avoir les salariés au sein d'une gouvernance, mais on pourra aborder ça dans le débat un peu plus tard. Pour l'instant, je vais passer la parole à Carole Helgouarch, qui est secrétaire confédérale de la CFDT en charge du dialogue social dans l'ESS. Donc, Carole, vous faites notamment partie d'un groupe de travail sur le dialogue social dans l'ESS au sein de l'Union des employeurs de l'économie sociale, l'UDES, qu'évoquait Marthe Corpé tout à l'heure. Quel est votre regard à vous, en tant que syndicaliste, sur ces questions de gouvernance démocratique et de conditions de travail au sein de l'ESS ? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Pour répondre plus concrètement sur la question est-ce que l'ESS peut mieux faire en termes de conditions de travail et d'exercice de la démocratie? Nous répondrons bien sûr oui. D'autant plus que dans l'ESS, comme vous le rappeliez en introduction sur sa vocation, elle a quand même une de ses valeurs, la place des femmes et des hommes au cœur de son économie et elle en constitue sa finalité puisque la personne et l'objet social priment sur le capital. Mais si la CFDT est attachée par ses valeurs et son histoire au sein du monde de l'ESS, il ne se fait aucun angélisme sur la situation des salariés parce que on le sait et je le détaillerai tout à l'heure, mais les conditions de travail ne sont ni moins bonnes ni meilleures que dans les entreprises dites capitalistiques. C'est pourquoi nous, en tant que confédération et avec les fédérations CFDT qui négocient dans les branches professionnelles de l'économie sociale et solidaire, nous ne faisons pas de distinction entre les différents types de statuts d'entreprise. Et pour
pour illustrer mon propos sur pourquoi on ne fait pas de distinction, c'est qu'on se rend compte, et notamment là, on a pu le comparer à grande échelle, quand on a fait notre enquête Parlons de travail en 2017, la CFDT est ressortie à plus de 72% le besoin des salariés, pour leur meilleure qualité de vie au travail, de prendre part au débat dans l'entreprise sur leur travail. Et parallèlement, vous en parliez tout à l'heure sur le baromètre Quorum, même si les échantillons en termes de nombre de répondants ne sont pas les mêmes, mais c'est normal puisque on n'a pas ciblé que les salariés de l'économie sociale et solidaire. Ce chiffre arrive à 75, un peu plus de 75% dans l'ESS sur la prise en considération de la parole des salariés. Et on voit que ce chiffre est un petit peu plus important quand c'est des employés, des cadres et les dirigeants. Et donc, je reviendrai tout à l'heure sur les propos de Marthe sur la place des jeunes sur ce sujet-là. Mais pour revenir sur les conditions de travail, la CFDT étend le sujet au-delà des seules conditions de travail, mais sur la qualité de vie au travail. En effet, pour la CFDT, la qualité de vie au travail, c'est le bien-être au travail. Cela regroupe pour nous sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale du service rendu à l'usager. Donc, on peut imaginer la qualité du service rendu dans une association d'aide à domicile ou un jeune dans une mission locale, comment il a été reçu, comment il a été guidé, orienté, accompagné. Parce que pour la CFDT, la qualité du travail, c'est aussi le travail bien fait, un travail de qualité qui permet de conjuguer des bonnes conditions de travail et des conditions de travail satisfaisantes et épanouissantes avec la notion de performance, parce que ce n'est pas antinomique. En effet, pour cela, il faut que l'implication et la participation des salariés soient essentielles, parce que c'est eux qui permettent, en s'exprimant aussi, d'améliorer leurs propres conditions de travail. C'est-à-dire qu'ils vont expliquer comment ils vont faire une tâche de cette façon plutôt que d'une autre pour permettre d'améliorer leurs conditions de travail et au bout du bout, pour la notion de performance du service rendu à l'usager, on dira plus particulièrement dans l'ESS. Mais la qualité de vie au travail, elle interagit aussi avec des thématiques liées au travail, c'est-à-dire sur le contenu du travail, sur les relations du travail, mais également sur quelque chose qui, je pense, va nous parler aux participants des JEA à toutes et à tous, c'est l'articulation de la vie personnelle, de la vie professionnelle et voire même de la vie militante. C'est comment on interagit, comment on fait pour permettre que les différentes sphères ne s'empiètent pas les unes sur les autres. Et bien sûr, c'est aussi toutes les questions qui sont liées au travail, à la santé au travail, et notamment l'organisation du travail. Mais ça peut être la qualité de vie au travail, c'est aussi quelle place on donne aussi aux relations sociales. Et je reviens sur l'expression des salariés, qui est demandée et de leur part et qui est souhaitable. Et, par exemple, je pense à des salariés de l'aide à domicile qui pourraient travailler pour expliquer dans leur tournée de patients, si je puis dire, je vais plus aller voir cette personne-là en début plutôt que telle à la fin, parce que, voilà. Alors que le coordinateur qui va lui envoyer son planning en temps et en heure et pas au dernier moment, comme c'est trop malheureusement le cas dans cette branche professionnelle, pourra s'inspirer de ces choses-là parce que justement le professionnel a exprimé ses besoins et comment il peut le réaliser au mieux. Mais pour autant, ça n'empêche pas que pour la CFDT, pour garantir une bonne qualité de vie au travail, il faut que tous les acteurs prennent leur place, c'est-à-dire les employeurs, les salariés et les représentants des salariés. Parce que même s'il faut donner une place importante en termes d'horizontalité, et là je rejoins le propos du précédent intervenant, il faut aussi à un moment donné, les salariés peuvent exprimer ce qu'ils pensent, etc. Mais à un moment donné, il y a quand même le rapport à l'employeur. Même si on est dans la plus belle des associations, qu'on s'entend très bien, en effet, à un moment donné, il faut rappeler par des garde-fous le lien hiérarchique de qui fait quoi, etc. et à tel niveau de responsabilité. Et ce niveau hiérarchique, ce lien de subordination,
les représentants du salarié, notamment le délégué syndical, ne l'a plus au moment de la négociation. Donc, c'est pour ça que ce triptyque est très important. Et puis, cette place justement du triptyque employeur, salarié, représentant du personnel me permet de faire le lien avec la place de la démocratie dans une structure de l'ESS. Ça serait intéressant qu'on revienne justement sur les conseils d'administration, notamment des mutuelles, sur le rôle de, quand une confédération y siège, quel est son rôle, et quand c'est des représentants du syndicaux, des entreprises, quel est son rôle. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai été représentante du personnel dans un conseil d'administration, non pas d'une mutuelle, mais dans un organisme de sécurité sociale. Et en effet, le travail avec les administrateurs, étant donné qu'on n'est pas sur les mêmes rôles, est très important, le travail de cohérence avant. Donc pour nous, pour revenir sur la démocratie, pour nous, pour la CFDT, c'est ce que nous, on appelle la codétermination à la française. C'est-à-dire que pour nous, c'est une réponse pour faire vivre la démocratie dans l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on entend par codétermination à la française? C'est tout simplement, si je puis l'exprimer ainsi, c'est le partage du pouvoir dans l'entreprise. Ça signifie en détail, ça repose sur 3 axes. La participation des salariés via des représentants dans les conseils d'administration, au même titre que les représentants des usagers, comme ça peut exister, comme on le disait tout à l'heure, dans les conseils d'administration de l'ESS, et même si ces représentants des usagers peuvent être nommés par les confédérations, parce que ça donne en effet un éclairage plus précis sur des situations qui peuvent être un peu complexes. Quand on est représentant des usagers, nous, on va travailler plus sur la qualité du service rendu, non pas que les salariés ne s'en inquiètent pas, loin de là, parfois même d'autant plus, mais en tout cas, comment ça permet d'y arriver. C'est pour ça aussi qu'il est important que chacun ait sa place, entre guillemets, et chacun son rôle. Et je reviens sur les garde-fous de tout à l'heure. Et puis, c'est aussi une place beaucoup plus importante pour un dialogue social, économique et social, de qualité, et qui peut permettre des accords collectifs par la négociation de rendre les conditions de travail meilleures. Et quand je parle de prise en compte des salariés justement au travers d'un dialogue social, j'ai un exemple en tête qui est la création au travers de la branche des ateliers chantier insertion d'une instance sur santé conditions de travail qui était entre guillemets réservée qu'aux salariés en insertion. Puisque dans les ateliers chantier insertion, nous sommes comptés pour les effets de seuil, pour les créations de délégués, enfin maintenant du CSE, etc. Ce ne sont que les salariés permanents qui comptent. Et on s'était rendu compte que de ce fait, il y avait une distorsion sur la représentation des salariés en insertion. Et étant donné que l'IAE a quand même vocation à cette notion d'émancipation, de participation à l'entreprise, la participation à la société est importante dans son action, il nous paraissait, entre les employeurs et les organisations syndicales, de créer un espace particulier hors cadre du droit du Code du travail sur ce sujet-là. Et on le voit, de toute façon, dans une entreprise, quel que soit son statut, l'importance de la place du dialogue social, comme on a pu le voir au moment malheureusement, de cette grosse crise sanitaire. Et puis, donc, le dernier axe sur cette codétermination à la française, en plus de les représentants des salariés au CA, un dialogue social économique de qualité, il y a aussi donc ce qu'on disait sur la création des espaces de parole pour les salariés. Et je rejoins ce qui a été dit plus avant, c'est-à-dire ce besoin d'expression pour refaire société entre nous. Et en effet, dans l'état dans lequel est notre société actuellement, on a besoin de tout ça. Et tant l'entreprise que les associations, que les coopératives, que tout ce qui peut peupler l'économie sociale et solidaire doit s'en emparer. D'autant que je pense qu'il y a une particularité à l'ESS par rapport, je dirais, à des entreprises d'économie capitalistique, c'est que, notamment dans tout ce qui est milieu associatif, socio-culturel ou milieu sanitaire et social, cette culture du droit à l'expérimentation par la conduite de projet. Et ce droit à l'expérimentation, c'est aussi à un moment donné de se dire, on refait un bilan, on s'est trompé là, on a réussi là, qu'est-ce qu'on fait avant une généralisation. Et ça, ce sont des choses importantes, d'avoir ces outils-là, et beaucoup de professionnels savent les manier, et qu'il serait intéressant de les manier
dans le fonctionnement propre de l'association. Merci beaucoup, Carole. Alors, le temps passe et du coup, je vais relayer quelques questions des participants qui aimeraient aussi prendre part au débat. Notamment une question de Philippe Chibani-Jaco, que je salue et qui est auteur de plusieurs livres sur l'ESS, mais notamment d'un livre très intéressant que je vous recommande, qui est sorti l'année dernière ou cette année sur l'association Le Relais à Pantin. Donc la question de Philippe: la démocratie dans une association se limite aux adhérents et n'intègre pas les salariés. Effectivement, la souffrance au travail des salariés associatifs pose la question de la formation des administrateurs à la qualité de vie au travail, alors même qu'ils ne sont pas concernés directement, car eux-mêmes sont bénévoles. Qui veut réagir à cette observation, Philippe? Allez-y, Carole, si vous voulez. Oui, tout d'abord, merci pour votre question. Et ça me permet ça fait le lien avec ce que je venais de dire sur la place des salariés et des représentants. Mais au sein du groupe de dialogue social de l'UDES, on travaille notamment à ce qu'on appelle des accords cadres, parce qu'il n'y a pas de vocation à être prescriptif ou normatif, puisqu'après, c'est des déclinaisons de négociation dans les branches professionnelles. On prend en compte justement la notion des bénévoles et sur comment aussi, eux, ils acquièrent des compétences en matière de RH, si on peut dire, quand ils ont des fonctions RH dans l'association. Parce que souvent, ce que c'est très bien là, c'est que on est bénévole, on croit, on y met tout son cœur quand on est militant. Mais quand on est salarié, à un moment donné, on est là aussi pour un travail et on n'a pas forcément choisi d'entrer dans une association parce que c'était une association. C'est parce qu'elle m'offrait un travail à un moment de… Et j'y reste peut-être parce qu'elle a ses valeurs de SS. Il faut faire attention sur ces sujets-là et je partage totalement. Et qu'ils aient un accès à la formation est essentiel sur ces questions. Et de fait, ce qu'on peut observer de manière générale dans l'ESS, c'est que la fonction managériale et la fonction RH est assez souvent négligée, comme si c'était un petit peu un gros mot. Vous le mettez en évidence, Pascal Dominique Russo, dans vos livres, dans votre livre. C'est une des dimensions que vous soulignez dans les structures sur lesquelles vous avez enquêté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Pascal, le micro. Il faudrait activer votre micro. Je réactive. Tu l'as à nouveau coupé, Pascal. Mais vous avez entendu ou pas? Non, pas du tout. Recommence. Bon, je voulais juste parler d'Emmaüs, d'abord d'Emmaüs, parce que c'est une association qui a d'abord été une association de bénévoles. L'abbé Pierre, c'était le bénévolat. Le salariat, ça fait un peu, c'était un peu par hasard, c'était au moment de la crise qu'on appelait les nouveaux pauvres dans les années 80. Il n'y avait pas de salariés d'abord dans Emmaüs. Alors évidemment, cette question-là a été mise complètement de côté. C'était les compagnons, ils n'avaient pas de revenus. C'est depuis simplement, je crois, 2002 qu'ils ont eu des revenus. Bon. Et donc, le salariat est rentré par effraction pratiquement dans Emmaüs. Et donc, la question du salariat est tardive. À Emmaüs est arrivé un service, un département RH est arrivé suite à une grève en 2010. Il y a eu la création d'un poste RH en 2012, pas avant. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très tardif. C'est-à-dire que la considération… Et il faut dire qu'à Emmaüs, c'est très, très complexe. Enfin, je fais un petit rajout par rapport à ce que disait Alain Cantarutti. C'est qu'il y a la militance, travailler pour des gens très pauvres, la figure du père de l'abbé Pierre qui a travaillé dans la pauvreté et se plaindre, c'est quelque chose de très complexe, très très complexe. Et comme dit un des témoins, Frédéric Amiel, demander et être exigeant sur ses salaires ou être exigeant sur les conditions de travail quand on travaille avec des compagnons qui ont 400 € par mois
et que nous, on a des bons salaires de 2000, 2005, c'est très difficile parce qu'on travaille pour des gens qui souffrent et on a des gens qui souffrent à côté de nous. C'est ce qu'il me rapportait. Bon, voilà. Et la fonction RH, c'est très complexe là-bas. C'est vraiment très, très complexe. Et puis, il y a une deuxième association, la France Terre d'Asile. Il a fallu, c'est pareil, après une grève, France Terre d'Asile existe depuis 1971. Ça a été créé pour les exilés chiliens et sud-américains dans ces années-là, à l'initiative de porteurs de valises en Algérie et à l'initiative d'anciens résistants. Et cette question est survenue après une grève très très dure autour de la mise en place des 35 heures et aussi autour de l'attitude managériale du directeur qui est parti là récemment. Donc, il y a eu un service RH, les salariés ont obtenu, après une grève d'un mois, ont obtenu la création d'un poste de DRH. Voilà. 2 exemples où ça a été l'objet d'une lutte et où je pense que c'était aussi parce que militantisme, et ça me rappelle ce que disait Alain Cantarutti, le militantisme et la question de la fonction employeur aussi est très délicate dans ces structures. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup, Pascal. Alain Cantarutti, peut-être votre vision de la manière dont l'ESS prend en charge la question du management et des RH. Je ferme. Oui, je trouve que on est embrouillé assez souvent, il me semble, sur finalement c'est quoi la fonction employeur et c'est quoi la fonction RH. C'est quoi le boulot du manager, c'est quoi le boulot de l'employeur. Et que du coup, si, pour reprendre la question de Philippe, que je salue aussi, il me semble que finalement, s'il faut former les uns les autres, c'est former l'employeur à pouvoir effectivement porter une politique salariale, euh, à préparer une délégation et à contrôler une délégation. Alors, je dis ça, par exemple, nous, dans les centres sociaux, on a une structure en moyenne, c'est 11 ETP, c'est des petites boîtes, mais enfin, et certaines sont encore plus grosses. Donc, ça commence à permettre un peu de s'organiser, d'avoir des fonctions support, d'organiser du coup une fonction RH, etc. Et ça, c'est important parce qu'il y a de toutes petites associations, quand ils ont 1, 2, 3 salariés, où je pense que la complexité et les questions ne se posent pas de la même manière. Mais dans une association, je dirais, moyenne ou grosse, on a aussi, nous, des gros centres sociaux et je pense que c'est vraiment la formation à la fonction employeur et la formation à la délégation, au contrôle de la délégation, et du coup de pouvoir avoir aussi du coup des managers qui peuvent assumer ce qu'ils ont à assumer un peu dans le quotidien, le reporting auprès de l'employeur et l'élément de dialogue social qui est un élément important. Ça, je pense que c'est intéressant parce que quelqu'un disait tout à l'heure notre rôle sur la dimension démocratique, citoyenneté, et qui utilisait le mot apaisement. Oui, je crois qu'on a vraiment à être exemplaire sur la façon dont on construit le dialogue social. Et là, on se forme. Et là, l'employeur a une place. Voilà, mais je trouve que le risque que je vois très souvent, c'est qu'on tente de former les employeurs à la totalité des questions liées au RH et que ça nous met finalement parfois plus en difficulté encore et ça enlève de la clarté au final. Camille, je veux bien rebondir sur ça. Alain, est-ce que vous pouvez fermer? Voilà. Vas-y, Marthe. Oui, je voulais juste prendre pas la petite porte, mais apporter un élément supplémentaire dans cette réflexion autour du rôle du manager. On a beaucoup travaillé avec l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire sur les trajectoires genrées dans l'ESS, et on se rend compte par exemple qu'il y a aussi une question de comment on assure une progression au sein des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui permettent de donner de la place dans l'accession à des postes de cadre et de manager de l'ensemble des salariés de l'ESS. Et quand on prend les données genrées,
on voit bien la difficulté, c'est que une majorité des salariés sont femmes, enfin sont des femmes dans l'économie sociale et solidaire. Je crois que c'est 67% au global. Et quand on prend la proportion de femmes managers, on voit bien que la proportion diminue. Il y en a toujours une majorité, mais elle est moins forte que le nombre de femmes dans l'ESS. Donc au global, ça, on peut conclure qu'il y a en proportion plus de femmes employées que de femmes cadres, voire cadres dirigeantes des entreprises. Et plus on monte dans le niveau hiérarchique, plus la proportion de femmes baisse. Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que ça pose quand même la question à l'économie sociale et solidaire dans son aspect assez large, parce que pour le coup, ça c'est valable autant dans la petite association que dans la grosse mutuelle, hein, ce parcours-là, et ça c'est quand même intéressant. Alors c'est valable largement dans le reste de la société aussi, hein. Je pense que l'ESS n'est pas moins exemplaire, voire même elle a quand même des proportions qui sont peut-être plus faibles, enfin les écarts sont plus faibles dans l'ESS que dans le reste de la société, mais je trouve ça quand même intéressant que à la fois ce genre de données existe et qu'on puisse avoir un certain nombre d'outils qui permettent d'évaluer ses propres pratiques. Pour donner un des outils qui me paraît aussi intéressant et qui a été développé dans le cadre de la loi de 2014, du 31 juillet 2014, c'est la question du guide des bonnes pratiques. Alors, il s'appelle pas comme ça en réalité, il s'appelle le guide d'amélioration continue des pratiques au sein de, alors, je n'ai même plus le terme exact, mais c'est un nom assez long, mais qui a comme chose assez intéressante, qui dit pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire dans une entreprise, qui dit simplement que l'ESS doit s'auto-évaluer ou en tout cas créer des indicateurs d'évaluation de ses actions qui permettent d'objectiver les décisions et qui permettent d'objectiver les impacts. Ce guide s'applique et est obligatoire dans l'ensemble des entreprises de l'ESS. Les coopératives y sont pas assujetties parce qu'elles ont la révision coopérative qui leur permet de poser ce débat-là en interne. Et je trouve quand même que quand on parlait de verrou, en tout cas d'outils dans tout ce process-là, je trouve ça quand même intéressant. C'est quelque chose qui est spécifique à l'ESS, c'est-à-dire qu'aucune entreprise dans ce pays doit répondre à un certain nombre d'indicateurs ou mettre en place une logique d'évaluation de ses pratiques qui sont pas que des questions de RSE ou d'externalité positive ou autres, hein, qui sont vraiment des indicateurs de fonctionnement interne, comment j'associe mes salariés à la gouvernance, comment j'associe mes salariés à l'orientation stratégique, combien j'ai de salariés, comment les salariés ont un parcours, etc. Le contenu de ces indicateurs ont été travaillés en plus avec l'ensemble des acteurs du dialogue social au-delà de l'ESS. Mais voilà, je trouve que ça, c'est quand même des choses intéressantes et qui montrent aussi toute la capacité de l'ESS aussi à développer des outils qui devraient lui permettre, je ne sais pas si atteindre l'exemplarité, c'est quelque chose qui est possible, ou en tout cas de réduire ce gap entre ce qu'elle met en œuvre et le projet qu'elle porte dans la société. Merci Marthe. Alors une question de Françoise Martin qui a été posée pratiquement au début de la conférence. Elle demandait si les problématiques de gouvernance démocratique, mais on pourrait parler des autres problématiques qu'on a évoquées jusque-là, de conditions de travail, etc., sont liées à la taille des associations ou des mutuelles ou des coopératives et au nombre important de salariés. C'est vrai que, par exemple, les structures dans lesquelles Pascal Demy-Crusoe a enquêté sont plutôt des grosses structures. Est-ce que les problématiques de gouvernance ou de conditions de travail peuvent se trouver aussi dans des structures plus petites? On entend à nouveau Pascal. Alain, allez-y. Moi, c'était juste pour dire que nous, les centres sociaux sont plus petits, du coup, que les organisations qu'a étudié Pascal. Je disais, une moyenne de 11 ETP. Voilà, alors, beaucoup de centres sociaux ont 5, 6 ETP, certains en ont 50 ou même plus, mais la question démocratique, en tout cas, et de la gouvernance démocratique se pose partout. Vraiment, je pense que c'est une question là qui, chez nous, dans le panel, elle se pose partout, en permanence, elle est au travail. Il y a à la fois beaucoup d'appétence, beaucoup d'expérimentation. Voilà, enfin, c'est juste renvoyer ça. Nous qui sommes beaucoup plus petits, du coup, nous, je crois que sur les 1300 centres sociaux adhérents, je crois qu'il doit y en avoir à peu près 1300 qui sont au travail sur ces questions-là. C'est une évidence. Voilà, un peu perdu parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, des effets de yo-yo dans les expérimentations, mais vraiment à fond sur ces questions-là.
Merci Alain. Si, voilà, Pascal, vous pouvez prendre la parole, mais il faut ouvrir votre micro. J'ouvre mon micro. Merci Camille. Juste un mot, il y a 2 personnes que j'ai interviewées au sujet des petites associations, 2 syndicalistes. Enfin, une femme qui est une ancienne du SMA-CFDT, qui accompagne des salariés des petites structures lorsqu'ils sont licenciés. Et elle me disait, mais donc, que très souvent, les bénévoles se lavent un peu, les bénévoles de ces structures se lavent un peu les mains. Ils attendent la fin. Et après, tout d'un coup, ils peuvent licencier d'une façon un peu cavalière leurs salariés, parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le projet. Voilà, ça c'est un témoignage, hein, bon, non, mais quand même, elle accompagne beaucoup de salariés et souvent, elle a rencontré pas mal de salariés un peu déprimés parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls, deux ou trois, voilà. Et puis, bon, voilà, c'est un témoignage assez intéressant de cette femme qui s'appelle Marie-Paul Toupard. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Alors, il nous reste 8 minutes de débat. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole 2 minutes chacun pour conclure sur le sujet que vous souhaitez, cette table ronde. Qui veut commencer? Vous n'avez plus rien à dire. Si, moi je peux commencer si tu veux, Camille. Ça me va très bien. Donc, moi, je voulais conclure un peu sur des notes aussi positives et sur les perspectives que couvre cette question et qu'AOSS France, en tout cas, on souhaite ouvrir dans les prochains mois. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, mais au moment de la sortie du premier confinement, il y a énormément de tribunes qui sont sorties sur pourquoi le monde d'après devait pas être le même que celui du monde d'avant, aussi à caractérisant le fait que cette crise avait relevé un certain nombre de dysfonctionnements de notre société. Et je pense que la question de la qualité de vie au travail et des manques et des problématiques de gouvernance font partie de ces dysfonctionnements qu'on voudrait pouvoir, en tout cas, limiter ou à minima, ou disons même éliminer dans le monde d'après. Jérôme Sadi, le président de SS France, a alors publié une tribune qui s'appelle à tous celles et ceux qui font l'ESS pour que les jours d'après soient les jours heureux, qui traduit aussi un petit peu ce paradoxe permanent entre les principes, les valeurs qui structurent les acteurs de l'économie sociale et solidaire et sur lesquels on est beaucoup revenu, et la difficulté pour ces acteurs à la fois de mettre en pratique ces principes-là et même plus largement que ça, apporter un projet politique qui soit un peu plus ambitieux et qui vienne apporter une vision qui vienne exprimer au monde ce que l'ESS a à dire. Parce qu'en fait, nous avons quand même des choses à dire et à mon avis, c'est aussi comme ça qu'on pourra fédérer vers une vision du travail qui est partagée, une vision du management qui est partagée entre nous, une vision de la gouvernance, et je pense que c'est aussi une bonne façon que d'acculturer ou en tout cas de faire masse et de faire projet collectif au sein de l'ESS. Derrière cette tribune, nous avons lancé donc avec ESS France un projet qui s'appelle la République de l'ESS, la République de l'économie sociale et solidaire, qui a vocation à questionner cette principe de République sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'on veut y mettre derrière et qu'est-ce que l'ESS a à dire là-dessus, et notamment sur cette base de ce que je disais un peu tout à l'heure autour de cette société apaisée qui doit passer aussi par qu'est-ce qu'on porte au sein de nos entreprises, qu'est-ce qu'on porte au-delà de nos principes de fonctionnement, de ce on souhaite dire aux autres en termes de vivre ensemble, en termes de fonctionnement collectif. Donc, dans la République de l'ESS, elle s'articule de manière très concrète et matérielle par une plateforme en ligne qui permet de participer et de faire remonter des propositions. Et à mon avis, elle ne s'adresse pas au réseau, elle s'adresse à chacun et chacune des personnes qui font composante dans l'ESS, donc ses dirigeants, mais aussi ses salariés, mais aussi ses bénévoles, mais aussi simplement le citoyen curieux qui estime que c'est un sujet intéressant. Et il est tout à fait possible de faire remonter des propositions. Et à mon avis, il faut se saisir de ça justement pour prendre un petit peu de hauteur et pour proposer des outils qui viennent répondre aux problématiques qu'on a identifiées ensemble aujourd'hui. Donc, ce dispositif est en place jusqu'à l'année prochaine. On se donne 1 an pour que dans 1 an, on puisse rédiger une nouvelle déclaration politique pour l'économie sociale et solidaire qui, je l'espère, justement parlera de ces sujets-là,
parlera des enjeux de démocratie, parlera des enjeux de qualité de vie au travail, parlera des enjeux de gouvernance, parlera des salariés, de leurs conditions de travail, etc. Et donc, on compte un petit peu sur vous toutes et tous pour finir par responsabiliser finalement tout le monde sur ce sujet, et bien pour venir participer. Alors, c'est pas les seuls sujets qui sont abordés. Il y a aussi toutes les questions de transition écologique. Enfin, je vous passe. On essaie de toucher l'ensemble des sujets. Et je crois, pour le mot de la fin, de mon côté, c'est que cette question aussi de la démocratie et des conditions de travail, elle passe beaucoup aux questions autour de la, enfin, elle est beaucoup articulée autour de la question du partage. Et je pense que, enfin, nous avons fait une thématique partagée dans cet enjeu de la République de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que là-dessus, on a énormément de choses à apporter et d'humilité à avoir, mais aussi de propositions, parce que dans l'ESS, et pour répondre à la question qui était posée sur le côté, je suis pas certaine qu'on puisse dire qu'il y a une entreprise exemplaire et vertueuse. Il y a des bons exemples de pratiques, des mauvaises, et parfois dans la même structure. Et donc, on a besoin de prendre ces bons exemples et de les généraliser, et on a besoin de limiter ces mauvais exemples. Merci beaucoup, Marthe. Alors, dans le chat, j'ai mis le lien vers le site La République ess.org. Carole. Merci. Excusez-moi. Oui, tout d'abord, en effet, il faut conclure sur des notes positives, hein, notamment que le thème soit abordé au sein de ces 2 jours, hein, sur les conditions de travail et la gouvernance, donc l'implication des salariés de l'ESS dans le mode de fonctionnement de l'économie, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on veut faire. Donc, à partir du moment donné qu'on veut faire, c'est toujours positif. Et d'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, il y a les outils pour les associations, pour tout le monde, pour le faire. Vous avez parlé, on a parlé de l'UDES tout à l'heure pour les employeurs, mais il y a aussi, plus exactement, je pensais au site de l'ANACT pour justement développer tout ce qui est espace de discussion, prise en compte des salariés, etc. Et puis, dans les associations, quelles que soient les coopératives ou les mutuelles, il y a aussi les organisations syndicales. Et pour finir sur une note positive, et ça revient sur les places de la République, parce qu'en effet, on en a entendu parler ce matin et puis même avant, je pense que la société civile en tant que telle, et donc les acteurs aussi de l'ESS, parce que souvent c'est le cas pour les acteurs qui sont issus aussi de ce monde-là structurellement, c'est de prendre place tout au débat qui nous est ouvert et provoquer le débat pour ouvrir aussi des espaces de discussion au niveau de la société dans sa globalité et de ne pas rester dans l'entre-soi de l'ESS, mais vraiment exporter ces valeurs. Et je pense au pacte du pouvoir de vivre dont on porte avec une soixantaine d'organisations sur 66 propositions. Mais j'en dirai pas plus parce que demain, je ne fais pas son teasing, mais quand même, Laurent Berger en parlera très certainement lors de la conférence de clôture. Merci. Merci, Carole. On l'écoutera demain, effectivement, à 16h30, je crois. Alain, Pascal, aussi rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Moi, je veux bien 2 mots, mais un peu dans les mêmes tonalités que ce que je viens juste d'entendre. Moi, ce que j'ai envie de partager rapidement, c'est qu'on voit quand même qu'on est dans une société où les crispations sont quand même de plus en plus fortes. Donc, je rejoins ce que dit Carole sur la question du débat. Je pense qu'une des plus-values qu'on peut porter nous dans l'ESS, c'est quand même clairement d'oser à la fois une espèce de complexité joyeuse, d'oser la question démocratique. Et donc, je pense que ça, c'est les choses qu'on peut apporter. Enfin, 10% ou un peu plus de 10% de l'économie peut expérimenter, montrer, développer des chemins de citoyenneté. Il y a là des choses vraiment à la fois potentiellement joyeuses, mais nécessaires vraiment dans la société dans laquelle on est, où les crispations ne font que grandir. Merci beaucoup, Alain. Et donc, le mot de la fin est pour Pascal. N'oublie pas de brancher. Je fais. Ça marche plus. Si, c'est bon. Écoute, rapidement, je pense que ça va peut-être être un peu plus
moi, je pense que la formation des élus auquel Philippe Sibani-Jacot faisait allusion me paraît absolument essentielle. Formation des élus dans les associations et dans les mutuelles. Les mutuelles, ils sont rémunérés en plus, pas tous, mais notamment dans les mutuelles d'assurance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une formation des élus à la question des RH, à la question de la souffrance au travail, à la question de la qualité du travail, en fait, que les conseils d'administration ne soient pas que des gestionnaires de l'entreprise, mais que soit aussi, il y a des êtres humains qui sont dans l'entreprise. Je pense que c'est ça qui différencierait véritablement, qui serait le pari de l'ESS. Pour moi, c'est assez important. Et je trouve qu'en tous les cas, dans les associations, il y a un autre pari qui devrait être fait, me semble-t-il, c'est l'articulation entre le militantisme et le professionnalisme. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci. Effectivement, vous l'avez rappelé, les structures de l'ESS sont avant tout des sociétés de personnes. Donc, l'humain, la personne doit être au cœur du projet et c'est bien la raison pour laquelle on a voulu aborder ce sujet aujourd'hui. Merci à tous les intervenants de leur participation et merci à nos spectateurs et à bientôt pour la suite des journées de l'économie autrement. Merci. Merci à toi, Camille. Merci. Au revoir. Au revoir.